Cher Joan Fontcuberta, Monsieur le délégué du gouvernement de Catalogne en France, cher Josep Gali Isart, Monsieur le délégué de l'Institut Ramon Llull à Paris, cher Raúl Martínez, Monsieur l'attaché de presse étrangère au MAE, cher Joël Savary, Madame la directrice de la galerie Pavio, chère Françoise, Madame la responsable du département des étampes et de la photographie de la BNF, chère Héloïse Conesa, Madame la directrice du laboratoire d'études romanes, chère Pascal Thibaudeau, cher Michel Debat, chers et chers collègues, chers et chers étudiants et étudiantes, Mesdames, Messieurs. Nous sommes réunis ici pour célébrer un moment particulièrement marquant dans la vie d'une université, la remise d'un titre de docteur honoris causa. Cette distinction honorifique a une valeur hautement singulière dans la mesure où elle est décernée à une personnalité dont l'engagement ou les œuvres s'inscrivent dans l'esprit de l'université. Une université pionnière, critique, où la création tient une place de premier rang, autant de caractéristiques de votre œuvre, cher Joan. La Catalogne, cher Monsieur Gali Isart, cher Raúl Martínez, cher Joan, a déjà été à l'honneur à l'Université Paris 8 dans le cadre d'une telle cérémonie en 2005, à l'initiative de notre collègue aujourd'hui retraitée Montserrat Prudon, qui a remis le doctorat honoris causa à Jordi Pujol, président de la Généralité de Catalogne de 1980 à 2003. Cependant, vous êtes, cher Joan, le premier photographe auquel l'Université Paris 8 remet ce titre. Nous en sommes très fiers et très heureux, d'autant que nous avons dû beaucoup attendre entre le moment de la décision de la commission de la recherche de notre université et cette cérémonie du fait de la pandémie de Covid-19. Et nous te remercions pour ton extrême patience devant les complications occasionnées par cette situation inédite et littéralement extraordinaire. Aujourd'hui encore, notre actualité est bousculée, dramatiquement, tragiquement. Qu'il me soit permis d'avoir une parole pour toutes les victimes de la guerre en Ukraine. Et cette guerre nous rappelle, hélas, les liens entre photographie et guerre. Le premier reporter étranger décédé en Ukraine est Brent Renau, photographe et réalisateur indépendant américain, décédé le 13 mars à Irpin. Nombreux sont les reporters à avoir péri dans de telles circonstances. Souvenons-nous de Gerda Taro, première femme photographe à avoir trouvé la mort pendant la guerre d'Espagne. Photographe allemande, elle couvre la guerre civile aux côtés des républicains avec Robert Capa, dont elle invente le pseudonyme, et contribue activement à lancer la carrière. Certes, la photographie de reportage est à l'autre bout du spectre de ton art, dont ton œuvre, Joan, déjoue en permanence le supposé mimétisme et le prétendu réalisme. Mais pour autant, c'est bien la grande famille de la photographie qui a été touchée. Et la dimension politique n'est pas absente de ton œuvre, même si les allusions n'y semblent pas toujours directes. Revoir, à la lumière de nos circonstances, dans un détournement à son tour détourné, des photos comme Spoutnik ou comme celle des canonniers en Afghanistan, engage à réinterroger la volonté de puissance ou la croyance aveugle dans la résolution des conflits par les armes. La force subversive de la dérision est qu'elle s'ouvre à l'infini aux réinterprétations. Ainsi, la photo Spoutnik peut-elle être le révélateur d'une autodérision ou la dénonciation de la course effrénée entre puissances dominantes. Mais revenons à nos universités et à ses origines. Le mouvement de mai 68 en France a été marqué fortement par la contestation estudiantine et le décloisonnement de l'enseignement supérieur, ainsi que par une tentative de dynamique de lutte commune avec les ouvriers, eux aussi très mobilisés à travers l'occupation de leurs usines. Les arts et leur enseignement ont été l'un des moteurs de cette période. Les étudiants en arts ont occupé l'école des beaux-arts et le théâtre de l'Odéon, par exemple. Mais ils ont aussi œuvré
à une profonde remise en cause de l'enseignement sclérosé dans une dichotomie entre théorie et pratique. Ils se sont aussi massivement investis dans la mise de leurs savoirs et pratiques artistiques au service du mouvement social à travers la création de slogans, d'affiches, de pochoirs. Ce bref rappel historique permet de mieux saisir le contexte dans lequel notre université est créée et l'importance qu'y acquièrent d'emblée les arts et leur enseignement. L'université Paris 8 rompt avec l'académisme par un enseignement précurseur favorisant l'esprit critique et l'union de la théorie et la pratique dans une même synergie. Mieux, ce double mouvement de distanciation et de questionnement du monde social s'enrichit d'une ouverture pluridisciplinaire via le dialogue en ce qui concerne les enseignements artistiques avec la philosophie, l'histoire, la littérature, mais aussi plus récemment avec les nouvelles technologies numériques. Ce cadre de stimulation intellectuelle et pratique permet, chère Joanne, une dizaine d'années après l'ouverture de notre université en 1969, alors dénommée Centre expérimental de Vincennes, celle du département de photographie, lequel reste unique à ce jour en France parmi les universités où sont enseignés les arts plastiques. L'ouverture de ce département marque une étape majeure dans la reconnaissance de la photographie. Et vous savez combien cette acceptation a été difficile. Sur des temporalités proches, chère Joanne, l'Espagne y a contribué, avec une génération de photographes qui se fait connaître en 1976 avec l'ouvrage Principio, 9 jóvenes fotógrafos españoles, dans lequel ton œuvre figure en bonne place. Si la création du département de photographie constitue une date charnière dans la reconnaissance universitaire de cet art, elle ne constitue pas pour autant un aboutissement. Et cher Michel, le département, avec ses illustres fondateurs, te doit beaucoup avec la mise en place en 2011 du doctorat. C'est dès lors un parcours d'enseignement et de recherche allant jusqu'au 3e cycle qui est proposé aux étudiants. Et cette étape permet aussi de conforter et enrichir les approches de la photographie en apportant aux enseignants-chercheurs un cadre propice au développement de leur recherche. En ce sens, la création du doctorat a parachevé la constitution des études de photographie en discipline autonome. Une autonomie qui n'est cependant pas synonyme d'isolement. L'objectif du doctorat de photographie demeure bien, aux côtés du traitement de problématiques théoriques, d'étoffer ce lien si prodigue entre théorie et pratique, entre recherche et création. Chère Joanne, toi qui te définis comme un ophtalmologue critique, tu auras saisi la grande proximité intellectuelle entre ton approche de la photographie et l'enseignement et la pratique de la photographie à l'université Paris 8. Ton œuvre se signale en effet par un questionnement de nos illusions, des usages et des finalités des discours de vérité et de la frontière ténue entre vérité et dogmatisme scientifique. Mieux, tu y contribues de manière transdisciplinaire en alliant la théorie, tes créations de photographe et tes expériences d'enseignant, de commissaire d'exposition et de fondateur et directeur de la revue Photovision. Ce faisant, tu démontres l'importance de l'ouverture à l'altérité des modes de pensée et d'action afin d'éviter toute orthodoxie, y compris dans ta propre approche théorique et pratique de la photographie. Repartons de 1969, qui aura été une année féconde en France pour les arts et la photographie, avec, outre la création déjà mentionnée de notre université, celle des rencontres internationales de la photographie d'Arles, dont tu as été, chère Joanne, directeur artistique en 1996. Lucien Clergue, cofondateur de ces rencontres, a été le premier photographe élu à l'Académie française des beaux-arts en 2006. C'est assurément une reconnaissance institutionnelle prestigieuse. Dans le monde universitaire, il n'est plus grande distinction que le doctorat honoris causa. Et c'est donc avec un réel plaisir que j'observe que par ton œuvre, le 8e art puisse se voir ainsi mis à l'honneur. Ce doctorat prend acte de la maturité de ton œuvre, mais est également le signe de son actualité et de son devenir. L'évolution incessante des supports
et des usages multimédia recèlent des potentiels dont les artistes, comme les chercheurs, tentent de déceler les dynamiques et de centrer notre attention sur elles. Les artistes, par leur créativité, leur distanciation critique, les chercheurs, par leur rigueur scientifique et leur esprit critique, concourent à leur questionnement. À la pointe de ces démarches, chère Joanne, ton œuvre est d'une extrême contemporanéité et reste un repère pour les jeunes photographes et chercheurs dont certains sont dans la salle. C'est sur cette remarque que je vais clore cette introduction et céder la parole à Michel Debat, qui va revenir en spécialiste sur ton œuvre artistique et théorique, avant que nos amis Françoise Paviot et Héloïse Conesa n'interviennent à leur tour lors de la table ronde. Il convient de signaler l'absence de Jacques Terrazat, qui a été sans doute l'un des précurseurs de la recherche et de la diffusion de ton œuvre, aujourd'hui empêché pour des raisons familiales. Après la table ronde, chère Joanne, la parole te sera donnée avant que je ne te décerne ce doctorat. Je vous remercie. Madame la Présidente de l'Université Paris 8, chers collègues, chers étudiants, chers amis, photographes, artistes, acteurs du milieu de l'art, Mesdames, Messieurs, chère Joanne Fontcuberta, si l'université et les instances ministérielles ont validé cette haute distinction universitaire, qui est le titre honorifique de doctorat honoris causa, et ont décidé unanimement de vous en gratifier, c'est que votre œuvre, chère Joanne, photographe, artiste, théoricien, enseignant, critique, commissaire d'exposition, révèle une personnalité imminente dans le champ de l'art et notamment de la photographie, une figure majeure dont on s'accorde à reconnaître combien l'œuvre a contribué de manière bouillonnante, foisonnante, étonnante, mais aussi détonnante. Lorsqu'en 2001, vous disiez à l'un de nos critiques photographiques et commissaires d'exposition bien connus dans le champ de la photographie, Christian Cojol, et qui vous a consacré un de vos premiers ouvrages monographiques, déjà Reconnaissance, vous disiez, cher Joanne, méfiez-vous, c'est de la photographie, donc c'est vraisemblablement faux. Et en effet, mentir, se méfier, douter, convoquer non la vérité, mais la vraisemblance. Jouer des régimes de vérité de l'image pour nous mettre devant ces dispositifs du croire et du faire croire, pour nous faire réagir à ces flux, à ces déluges d'images dont les matérialités se dissolvent, s'hybrident, jusqu'à faire de la réalité une fiction, ou peut-être l'inverse. Jusqu'à même vous camoufler dans des jeux de rôle où l'autoportrait est au service de personnages issus tant du monde politique que scientifique, religieux, médiatique, culturel. Tel est déjà ici le puissant moteur artistique, théorique et critique de votre œuvre aujourd'hui, reconnue internationalement, tant elle a contribué et contribue toujours à une histoire de la photographie européenne des années 80 jusqu'à ce jour et aux jours qui suivront. Mais une contribution aussi à une pensée réflexive, théorique et critique, essentielle dans le champ de l'histoire et de l'esthétique de la photographie, cet objet ambigu, ambivalent, paradoxal, viral, qu'est la photographie comme technique, comme pratique, médium, outil, message, objet, fichier, données, image, art. Contribution aussi à une sphère professionnelle, tant au niveau national et international, de par votre activité complémentaire, ouverte à ce qui se fait en photographie, mais à ce qui s'y fait, à savoir le commissariat d'exposition. Et enfin, contribution, ou plutôt participation incontournable au monde de l'art et de la photographie. Ces 4 points
auront aussi guidé l'articulation du diaporama que vous voyez et pour lesquels je remercie ici toute l'équipe donc qui a participé à cette réalisation. Une contribution donc de votre œuvre multiforme, multisavoir, multiformat, qui a par ailleurs fait l'objet d'une reconnaissance internationale actée par l'obtention des nombreux prix et distinctions, aussi prestigieux les uns que les autres, notamment le dernier, je ne vais peut-être pas tous les énumérer, mais en 2020, vous avez reçu le prix du Festival international du livre d'art et du film. Et je crois bien que Madame la Présidente vient, dans son conclusion, d'établir justement cette ouverture avec les autres disciplines artistiques qu'est votre œuvre par essence, par évidence. Évidemment, antérieurement, vous avez reçu aussi, de la part de la Fondation Hasselblad, le grand titre, donc en 2013, de l'International Photography Award. Et puis en 2011, le prix national de la culture et l'art visuel du gouvernement catalan, ici représenté, avec notamment un livre sur lequel nous reviendrons tout à l'heure, Le boîtier de Pandore, la photo après la photo. En 1998, vous avez reçu vous avez été promu chevalier de l'ordre des arts et des lettres par le ministère de la Culture espagnol, et c'est en 1994 que c'est le ministère de la Culture français qui vous a attribué ce même grade, je ne sais trop, excusez-moi, du coup cette distinction de chevalier de l'ordre des arts et des lettres. En 1988, très jeune, vous aviez déjà la médaille David Octavius Hull, qui, lui, est très connu, évidemment, dans le champ de l'histoire de la photographie. Alors, si vous le voulez bien, chère Joanne, je vais maintenant parcourir votre œuvre de manière inverse à ce que l'on peut attendre. Je ne vais pas commencer par vos jeunes années, ce sera pour plus tard. Mais en revanche, en tant qu'universitaire, je ne peux omettre de désigner la première et très actuelle évidence pour laquelle votre œuvre est plus que digne d'être couronnée par un doctorat honoris causa. Cette distinction, l'a rappelé Madame la Présidente de Paris 8, la plus haute que puisse attribuer l'université. Je veux parler de son format. Son format, un terme extrêmement usuel, usé, usité, et en même temps extrêmement important, puisque je m'autorise ici à parler à l'endroit de ce lieu et à l'adresse de cette institution où nous sommes ici réunis si nombreux, et je vous en remercie encore pour Joanne et l'Université de Paris 8. Je veux parler donc du rayonnement de l'art au sein même de la recherche et en cela des nouvelles modalités du doctorat. Votre doctorat honoris causa, chère Joanne Fontcuberta, n'est pas seulement un titre honorifique. Il s'inscrit majestueusement et très concrètement au centre même des réflexions qui animent depuis la fin des années 60 le monde de la recherche universitaire et la place que l'art peut y occuper, comme l'a très bien sûr rappelé Madame la Présidente de Paris 8. Fin des années 60, nous parlions des liens entre théorie et pratique. Puis, fin des années 90, ce sera le dit processus de Bologne, avec le rapprochement des systèmes d'enseignement supérieur européens, et donc qui promulguait le rapprochement donc avec les universités. On parlera alors de doctorat, recherche-création ou l'inverse, mais aussi de recherche-action. Et ainsi, parce qu'un doctorat en art, c'est du faire et de la pensée, votre œuvre a né l'évidence, mais aussi une forme active, une puissance formatrice, un faire réflexif. Elle est cette figure aussi mouvante, impalpable et pourtant essentielle pour nous à l'université, car figure à penser ce que peut être un artiste théoricien, expression des années 70-80, mais aussi un artiste chercheur, expression que nous utilisons depuis les années 2000, rappelant de toute façon le souffle qui vous meut, cher Johan, le souffle qui meut tout artiste, le geste de vie qui vous anime et qui est d'être en perpétuelle recherche. Car en effet, parce qu'un artiste est toujours en nomadisme nécessaire de la pensée, en conscience claire de sa position de radar, face à une société en mutation, en désarroi, parfois devant ses drames
mais aussi en espoir devant ses découvertes. C'est pour toutes ces raisons qu'un artiste-chercheur, qu'un docteur en art, pratique la théorie aussi bien qu'il théorise sa pratique, et en cela, vous êtes, Johan Fontcuberta, bien un docteur en art. Mais votre œuvre, donc, s'il n'y avait qu'un titre à donner à votre doctorat recherche-création, que j'aurais pu vous encadrer, plus jeune, je m'autoriserais à vous proposer, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants ici que je plaisante, à bon escient. Alors, je vous proposerai de la matérialité de la photographie à la nature des images. Classique. En sous-titre, essai photographique à propos de Montaigne. On verra plus tard. Et en tout cas, de toute façon, ça aurait été essai, une traversée iconique, parfois iconoclaste, en tous les cas ironique ou humoristique, tout autant critique qu'espiègle, et toujours ouverte à la question, et non pas à la réponse. Je plaisante un peu, quoique, mais c'est juste au moins pour que vous acceptiez de ne voir dans la présentation ici de votre œuvre qu'une infime partie, tant elle est foisonnante, puisqu'une centaine de séries de photographies, d'images, de documents, de textes, mais aussi d'installations, qui sont en soi aussi des œuvres plasticiennes, puisque, et presque, autant d'écrits, de livres, des essais, des monographies, des catalogues d'exposition. Alors votre œuvre est exposée dans le monde entier. Ici, à Paris, en 2014, il y a eu une très grande exposition, sous un terme générique de votre travail, camouflage, à la Maison européenne de la photographie. Mais cela a été aussi à New York, à Valence, en Australie, au Japon. Je viens de savoir, je peux le dire, la prochaine à Madrid, mais vous en parlerez, voilà. Votre œuvre figure dans tant de collections privées ou publiques et aussi prestigieuses que les unes et les autres, donc. Mais après tout, qui êtes-vous, cher Johan? Alors, plus classique, vous êtes né à Barcelone, à la fin de la période franquiste, époque de la censure, sensibilisé très tôt, de par votre environnement familial, au monde de la communication. Vous engagez dans des études en sciences de l'information, travaillez dans le journalisme et la publicité et pratiquez la photographie. Ainsi, vous faites partie de cette génération d'artistes visuels qui s'ouvrent à la création internationale et contribuent à la fameuse Movida. Movida, qui a intéressé Paris 8 en 2012, puisque l'Université de Paris 8 a distingué un autre très grand réalisateur que vous connaissez, bien sûr, avec ce titre, donc, et cette remise de titre de doctorat honoris causa, je veux parler de Pedro Almodóvar. Et donc, c'est dans cette première décennie, entre 78 et 86 à peu près, qu'apparaît votre premier engagement socioculturel, mais aussi sociopolitique. Pour la photo, certes, pour sa reconnaissance institutionnelle, sa diffusion, son enseignement. Ce fut 10 ans avant un tout petit peu la même chose en France, mais de manière plus collective. Vous êtes enseignant dans cet engagement, justement, à l'École des Beaux-Arts de Barcelone. Vous participez à la création du premier programme universitaire de maîtrise en photographie, cinéma et vidéo en Espagne. Et parallèlement, c'est aussi un second engagement, tout de suite, en même temps, qui se fait. Celui envers la pensée et la théorie de cette image photographique. Presque un postulat à l'époque, puisque vous avez l'intuition qu'elle ment, cette photographie. Et vous ne cesserez de douter et de nous apprendre à douter en jouant avec elle, et vous-même en jouant avec elle. Vous allez nous faire jouer pour nous apprendre à douter, justement. Alors, en 80, toujours en engagement, vous êtes cofondateur de la revue Photovision, que vous allez diriger jusqu'à 2005. Vous décidez de laisser un tout petit côté l'enseignement, qui, il faut bien le reconnaître, est quand même pour un artiste très chronophage, mais vous restez évidemment disponible à des invitations en tant que professeur invité dans différents centres et universités en Europe, aux États-Unis, notamment à Harvard, à Chicago, plus près de nous, au Fresnoy, bien sûr. Et vous êtes conseiller donc, pour la collection Photographia à Barcelone.
C'est aussi à cette époque, donc, que vous réfléchissez à la première notion théorique, la contre-vision, qui portera par ailleurs votre pratique photographique, mais aussi votre premier ouvrage photographique. En 1996, Le baiser de Judas. Tout est dit déjà, hein. Photographie et vérité. La même année, vous avez la direction artistique des rencontres internationales de la photo d'art, comme nous l'a déjà dit donc Madame la Présidente, avec un titre aussi extrêmement générique, Réel, fiction, virtuelle. Nous étions en 1996. Oui. Et vous poserez par la suite la notion de contre-nature. Alors il y aura évidemment énormément de publications. J'en ai retenu quelques-unes, pas beaucoup pour l'instant. 98, une autour de la contre-nature, avec un titre aussi emblématique, Science et friction, photographie, nature, artifice. En 2008, Histoire de la photographie espagnole, parce que vous êtes aussi un historien de la photographie. Puis ce sera cet autre déroulé de votre pensée, avec, grâce, malgré, je ne sais trop, le post-photographique. Avec évidemment l'apparition d'Internet, la publication d'un ouvrage, Le boîtier de Pandore. Donc entre Judas et Pandore, si on ne comprend pas comment vous travaillez la photographie, voilà. Bon. Alors, Le boîtier de Pandore, photographie après la photographie. Ce qui aussi vous donnera la possibilité d'être cette fois-ci en 2015 à la direction artistique de la Biennale du mois de la photo à Montréal, avec justement le titre La condition post-photographique, ce sera en 2015. Et donc un ouvrage magnifique évidemment de Jacques Terrassa, et un terme évidemment sur lequel on pourra évidemment dialoguer plus tard, La furie des images, qui paraît en 2016. Mais aujourd'hui, vous venez de faire paraître en 2022, Ça a été contre Barthes. Barthes, le Ça a été de notre chambre claire de 1980. Et alors, je me permets de faire cette petite dialectique entre 80 et 22 pour ou contre Barthes, ou n'est-ce pas un hommage en fait à Barthes, déguisé, joué? En tous les cas, ça me donne l'occasion de préciser le contexte intellectuel, en France mais aussi à l'étranger, dans lequel justement votre œuvre s'inscrit. Parce qu'il n'y a pas d'œuvre sans inscription, dans un contexte intellectuel, politique et artistique. Alors je ne serai pas longue, rassurez-vous, mais le contexte intellectuel quand même. Il y avait Nathalie Sarraute, fin des années 50, l'ère du soupçon. Il y avait la déconstruction des idéologies, en 64, par un des très grands professeurs de philosophie, Jean-François Lyotard, qui était à Paris 8. Il y avait évidemment le doute et la critique des médias avec Guy Debord, La Société du spectacle en 67. De l'autre côté de l'Atlantique, paru en France en 80, je crois, enfin à peu près, McLuhan, le théoricien des médias, les prolongements technologiques de l'homme, un texte déjà des années 64-68 qui est arrivé en France et qui a aussi travaillé la pensée de l'image avec sa théorie de la communication. Il y avait bien sûr, de l'autre côté, presque chez nous, l'italien Umberto Eco, dont les traductions françaises sont arrivées dans les années 80, La guerre du faux, L'œuvre ouverte, Les limites de l'interprétation. Et puis évidemment qu'il y avait Barthes, qui dès les années 60 nous parlait du message, de la rhétorique de l'image, mais aussi avec Foucault, Qu'est-ce qu'un auteur ou la mort de l'auteur? Et ce magnifique texte de Foucault, en 75, La peinture photogénique. Et alors, Barthes, évidemment, bien sûr qu'il est incontournable, bien sûr avec son fameux Ça a été, mais c'est tout cela dans lequel vous vous inscrivez. Sinon, dans quoi on s'inscrit quand on est un chercheur et un penseur et un artiste comme John Fontcuberta? Alors évidemment, ça serait peut-être objet de discussion ailleurs. Je ne souhaiterais pas oublier Rosalind Krauss, quand même. Alors Barthes n'en parle pas du tout, mais quand même Rosalind Krauss a construit aussi quand même pas mal de réflexions dont de toute façon Johann n'est pas si éloigné que cela, loin de là.
Et évidemment, dans les années 90, on aura la crise de la représentation. On aura la question de penser la communication avec Daniel Bougnou, Dominique Volton, et bien sûr le crime parfait, le meurtre de l'image avec Jean Baudrillard. Le meurtre de l'image, exposition en 2001. Alors, avec tout ce monde, c'est là qu'il s'inscrit théoriquement, Johan, à mon avis. Il s'inscrit aussi avec une puissance de la littérature qui joue entre l'alchimie, l'apparence et le mensonge, avec Raymond Roussel, avec Butor, avec Fernando Pessoa, avec Borges, bien sûr, avec Biosi Casares, l'Argentin. Mais vous jouez avec tout cela. Mais vous jouez sérieusement, comme les grands joueurs. Parce que le jeu, c'est un symbole du monde. Le jeu, nous dit le philosophe Eugène Fig, c'est produire une apparence. Jouer, c'est produire une apparence. Et c'est donc une manière d'être au monde. Alors, c'est peut-être aussi jouer avec les images, avec la pensée. C'est presque une seconde nature. Car si en jouant, vous produisez une apparence, définition de la photographie en japonais, merci à l'étudiant qui me l'a soufflé la fois dernière. C'est parce que la photographie, elle est un potentiel de paradoxe, de mensonge, de vraisemblance, dont vous ne cessez d'expérimenter les failles, les manques, les absences, mais aussi les excès. Un autre petit contexte artistique sur le plan des expositions. Je vais être rapide, mais on ne peut pas les oublier non plus. Je ne l'ai pas dit encore. En 69, en Allemagne, on le sait, quand les attitudes deviennent formes, œuvre, concept, processus, situation, information, il n'y avait pas que la photo. En 80-81, à Paris, mais à l'Arc, ils se disent peintres, ils se disent photographes. C'est à l'époque où Boltanski nous disait tout ce qui n'est pas photo documentaire, c'est de la peinture. Et puis en 77, en Allemagne, il y a eu cette grande exposition faite par Floris Neisius, grand photographe. La photo comme art et l'art comme photographie. Donc pas étonnant que vos premières photographies, elles aient des clins d'œil à l'histoire des arts, à l'histoire de l'art, et notamment au surréalisme, avec cette magnifique image que vous devez voir dans le diaporama à un moment donné, qui s'appelle « Les murs ont des oreilles ». Il y a du photomontage, il y a cet amour aussi dans vos premières séries, en 81, du vrai mensonge de la nature, aller reconnaître dans du végétal des formes en fait de pingouins, alors que c'est votre œil là qui va jouer justement. Vous trichez pas, mais vous nous dites là du coup, c'est la nature qui ment, qui ment, véridique. Donc cette question du vrai mensonge prendra de plus en plus de place dans la suite de vos productions. Il y aura la série 82, Herbarium, où clin d'œil à l'histoire de l'art, l'histoire de la photographie allemande, l'objectivité, et en même temps travail sur l'hybridation, sur les collages, sur cette dualité nature-artifice. La série Fauna aussi, où vous nous déplacez de la beauté vers la monstruosité. Vous êtes aussi avec, du coup, un rapport à aussi une substitution de l'auteur en personnage. Vous faites passer pour tel professeur scientifique. Et puis, 87, les photogrammes, vous revenez à une matérialité, je dirais, essentielle de l'argentique. On est encore dans l'argentique. La constellation, il y aura Sputnik, Madame la Présidente en a parlé, la manipulation des images, et il y aura l'arrivée de Photoshop, bien sûr. Il y aura aussi cette importance que vous accordez à la fiction, à la mise en abîme de la fiction, à l'invention d'un vrai faux document. Il y aura ce travail exponentiel avec le logiciel de photomosaïque, les orogénèses, les Googlegrams, le camouflage, et puis cette affection, je dirais, cette affection joueuse, mais affectueuse, envers la photographie, avec votre série Trauma. Alors quand je dis série, c'est extrêmement réducteur, parce que cette série, ce sont souvent des titres génériques qui, du coup, rassemblent des travaux et des réflexions différents, mais en même temps extrêmement cohérents. Alors, un des derniers ouvrages et propositions, Prosopagnosia, aussi, où vous allez
travailler à des images qui ne vont plus avoir de modèle de référent. Alors je finis presque, puisque la reconnaissance, c'est aussi ce qu'ont dit les autres de vous. Premier Christian Cojol, il me semble, en 2001. Jacques Terrassa, magnifique ouvrage. Perfida Imago, 2006. Et la préface de quelqu'un, évidemment, qui est un passionné de la photographie, que mes amis à droite, Françoise et Héloïse, connaissent très bien, Clément Chéroux, qui vous a fait la préface du Photopoche de 2008. Et quand on rentre dans le Photopoche, bon, c'est pas la Pléiade, mais quand même, c'est une Pléiade pour tout le monde, pour tous les amoureux de la photo. Alors on l'aura compris, et je finis, j'ai pour l'œuvre et le parcours de Joanne une grande admiration, mais aussi une grande reconnaissance, car elle a accompagné ma propre formation en photographie et continue à nourrir mes propres étudiants, dont la plupart sont ici présents. Merci. Et donc, je veux parler du coup de ce bruit de fond aussi, de cet acte de penser à l'œuvre, donc qu'il y a dans votre travail, qui le traverse. Je veux parler de transgression, pas au sens moral, bien sûr, mais dans l'étymologie, passer de l'autre côté, traverser, enfreindre. Une transgression, vous l'aurez entendu, à une certaine doxa photographique, à une croyance à l'objectivité, à certains critères conventionnels de l'esthétique, de la beauté à la monstruosité. Vous suivez Victor Hugo, Rainer Maria Rilke, peut-être, hein, dans cette idée-là. Ensuite, à une certaine idéologie de la philosophie de l'art, où l'artisan est aussi un artiste et donc un créateur. Et c'est justement parce que votre œuvre est singulièrement transgressive qu'elle est l'un des plus beaux présents que vous ne pouviez nous faire à la communauté universitaire, et en particulier à cette université aussi singulière que parfois a-t-elle pu être transgressive. Elle qui aussi a attribué, il y a déjà plusieurs années, un titre de docteur honoris causa à une très grande personnalité courageuse, parce que transgressive, ou transgressive parce que courageuse. Je veux parler de Nelson Mandela. Alors je remercie alors Madame la Présidente de l'Université de Paris 8 de m'avoir donné l'occasion rare de vous adresser cette présentation, chère Joanne. Mais si un titre est un honneur, votre œuvre, elle, est une référence. Et la photographie, encore plus aujourd'hui, en cette période inquiétante, peut être une arme, certes, mais elle peut aussi être une arme à double tranchant. Tant devant elle, il faut exercer ce pouvoir salvateur du doute, cet acte transgressif par excellence. Et vous, John Fontcuberta, vous nous l'apprenez magnifiquement, presque sans y toucher, avec malice mais profondeur, faisant teinter ainsi en sourdine quelques maximes du philosophe du doute que nous connaissons, Montaigne, qui nous dit « C'est folie de rapporter le vrai et le faux à notre suffisance. Nous mettons ainsi en garde contre l'excès de crédulité ou d'incrédulité. » Et lorsque vous dites à votre tour, c'est une chose, je vous cite, de photographier pour semer le doute, ça n'est une autre, ajoutez-vous, de photographier le doute. Et c'est justement parce que vous le faites avec l'obsession de tout artiste et la jouissance de tout joueur que je vous dis, cher John Fontcuberta, merci. Donc, la table ronde, merci. Oui, et plutôt qui rectangulaire. Qui n'est pas ronde d'ailleurs, oui. merci Françoise. Je suis un peu émue parce qu'évidemment, peut-être une illusion de ça va être une très grande amitié, une très grande admiration et une très grande simplicité, comme vous pouvez aussi le remarquer. Donc, je commence à droite, à gauche. Alors, on va faire très universitaire, par ordre alphabétique. Hein. Voilà. Héloïse Conesa. Que la plupart, évidemment, des amoureux de la photographie connaissent.
Héloïse donc, est conservatrice du patrimoine. Elle est chargée de la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie, à la Bibliothèque, bien sûr, nationale de France, pardon. Et elle a rencontré le travail de Joan Fontcuberta au cours de sa maîtrise. Et puis elle s'est lancée dans un doctorat sur l'histoire de la photographie espagnole, et plus précisément sur la photographie post-franquisme. La photographie espagnole contemporaine de 1970 à 2010, miroir d'un pays en quête d'identité, si je ne me trompe pas. Et vous aviez d'ailleurs à votre jury, entre autres, mais je ne veux oublier personne, mais c'est parce que justement M. Terraza n'est pas là que voilà, je trouve que il est voilà, c'est assez émouvant aussi de savoir qu'il était dans cette cohérence justement de parole. Alors, vous avez été aussi, bien sûr, vous êtes, de par votre fonction, commissaire d'exposition, notamment cette très belle exposition qui avait eu lieu il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, Paysages français, une aventure photographique qui reprenait, s'il me semble bien, la data, dont vous en parlerez, voilà. Denis Briat, grand photographe de la couleur, je plaisante, mais quoique. Et puis un travail aussi autour de Joseph Koudelka et d'autres expositions dont vous allez évidemment nous entretenir. Et à ma droite, une autre grande amie, Françoise Paviot, commissaire d'exposition, enseignante, historienne de la photographie, directrice de la galerie Françoise Paviot, créée à l'origine par Alain Paviot, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous cet après-midi, mais voilà, tu lui enverras mes grosses bises. En avril 74, donc en avril 74. Donc, et qui vient d'être donc, Alain Paviot, décoré pendant le dernier mois de la photo de l'ordre de la Légion d'honneur pour l'ensemble de sa carrière dans la photographie. Alors, donc Françoise évidemment aussi est historienne, elle est donc dans une démarche extrêmement riche et que la plupart d'entre vous connaissent aussi. Et donc, je vais peut-être m'adresser, alors je ne sais pas, à gauche, droite, mon cœur balance, je suis au milieu. Peut-être Héloïse. En fait, comment avez-vous rencontré le travail de Joan Fontcuberta? Comment il est présent dans votre choix en tant que conservatrice de la photographie contemporaine? Comment il est identifié? Mais bon, c'est ouvert. Hein, c'est effectivement une vaste question. Je dois dire que je suis très émue d'être ici parce que Joan, je le connais depuis presque 20 ans maintenant. Il a accompagné quasiment toutes mes études d'une certaine façon avec beaucoup de bienveillance, puisque c'était en tant qu'étudiante à l'université Lyon 2 que j'ai pris la tâche pour la première fois de Joan. C'était en 2003 et j'avais découvert son travail à travers le catalogue Volte-Face, à l'envers de la science, les leçons de l'histoire, qui avait été publié en 2000, donc 3 ans auparavant. À la faveur de l'exposition sur Hydropithecus ou les sirènes de Digne. C'était un travail que tu avais initié avec le Centre d'art informel de recherche sur la nature, le Cairn. Et j'avais convaincu à l'époque mon professeur de travailler sur ton travail, et notamment sur l'articulation entre réalité et fiction, qui était un point très, très important de tes séries photographiques. Et j'avais décidé de t'envoyer un message comme une bouteille à la mer, sans croire à l'époque que tu pourrais me répondre. Et j'avais fait beaucoup de questions et tu as pris beaucoup de temps pour répondre, et je t'en suis vraiment très reconnaissante 20 ans plus tard. Nous avons continué à travailler à différents projets ensemble de publication.
et à Albarracín notamment. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement dans le travail de Fontcuberta, pour répondre à ta question, Michel, c'est pour moi l'articulation extrêmement féconde entre le texte et l'image et la construction et déconstruction théorique mais aussi formelle de la photographie qui irrigue l'ensemble de ton œuvre. Pour moi, il y a vraiment, malgré la diversité de tes propositions photographiques, un questionnement extrêmement juste, en perpétuel, comme Pénélope, d'une certaine façon, tu remets voilà, en question la photographie et ton ouvrage, et avec aussi une certaine façon, parce que ce que je trouve particulièrement remarquable chez Fontcuberta, c'est une forme de prescience de ce qui va se passer d'une certaine façon, puisque que ça soit avec la grande exposition From Here On à Arles, ou avec Martine Parr, Joachim Schmidt, Clément Chéroux, voilà, vous aviez d'une certaine façon envisager cette position du photographe recycleur qui n'était plus auteur d'images mais qui travaillait la photographie et notamment la photographie amateur, la photographie vernaculaire. Donc il y avait et on s'est rendu compte à quel point c'est devenu par la suite quelque chose d'extrêmement présent. La question du post-photographique aussi, que tu as contribué à théoriser amplement. Et plus récemment, je pense, la question de la matérialité de l'image. Donc tout ça m'a beaucoup intéressée. A fortiori, ce rapport du texte et de l'image, maintenant que je suis à la Bibliothèque nationale de France, est très, très important. Et même si, voilà, grâce à Jean-Claude Lemanie, qui fait partie, donc mon illustre prédécesseur au département photo, a fait rentrer un certain nombre de tes œuvres alors, dans les années 70, finalement, donc très, très tôt, j'ai pu avoir la possibilité de faire rentrer ton travail, avec une série que je trouve absolument merveilleuse, qui s'intitule Sémiopolis, qui est une série déjà ancienne, mais pour la situer pour le public, parce que je ne crois pas qu'elle soit dans le PowerPoint, si peut-être. C'est une série de paysages un peu lunaires qui représentent en fait donc des pages des grands textes de la littérature mondiale en braille. Et ce qui est merveilleux dans cette photographie, c'est que le texte en braille n'est pas touchable, enfin en tout cas pas palpable par les aveugles en capacité de le lire, et que le texte il reste inéluctablement indescriptible et illisible pour le voyant. Donc il y a vraiment dans cette articulation, ce qui à mon avis aussi est très présent dans ton travail, c'est cette articulation entre l'image et l'énigme, puisque en espagnol, l'anagramme d'image, imagen, c'est énigme. Voilà. Donc pour moi, c'est ça, Fontcuberta. Et en français, c'est magie. Et en français, c'est magie, absolument. Et en japonais, c'est apparence. Voilà. Merci Héloïse. Joanne, tu veux intervenir? Non, peut-être pas tout de suite, je ne sais pas. Bon, je peux intervenir toujours, mais en tout cas, j'aimerais dire que je me sens un peu mal à l'aise. C'est comme je me sens comme un escarabée qui est dissectionné par un entomologue. C'est quand on parle de moi, encore présente. Donc, je ne sais pas. Tu n'es pas mort. Non, enfin, c'est peut-être à la fin. D'accord, entendu, je comprends. On comprend parce qu'on ne veut pas du tout te voir mort, hein, là c'est clair.
Et donc, peut-être que je vais poser un peu la même question à Françoise, historienne évidemment de la photo, galeriste. Et comment as-tu rencontré ce travail aussi de John? Comment il s'inscrit dans ta galerie, dans ta collection, dans tes expositions? Parce que tu es aussi commissaire d'exposition. J'étais en train de me le demander tout à l'heure, comme tu posais la question à Héloïse. D'abord, je voulais dire un grand merci à Annick Allègre, présidente, Michel Debat, que je sois ici, c'est vraiment un honneur, et donc d'être aux côtés de Joanne. Et donc, en fait, quand je l'ai rencontré, c'est grâce à ta galerie, Nathalie Pariente, qui est ici, qui est venue d'Espagne, et qui, je fais toujours les galeries pour aller voir, et j'ai vu ce travail, c'était Orogénèse, et ça m'a fascinée, hein, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Donc j'ai cherché, et puis de fil en aiguille, Nathalie a quitté la France, là, c'était la vie, et on a commencé à travailler ensemble, voilà. Alors, je me disais que c'est Molinagi qui a dit dans Photographie, film, peinture, qui dit que tout individu a un potentiel créateur, hein, ce qui ne veut pas dire obligatoirement qu'on soit artiste. Et donc je me suis dit, une galerie, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle a comme potentiel de créativité face à un artiste? Eh bien, c'est un créateur de visibilité. Alors j'ai fait vraiment quasiment un petit cours, 3 petits points. Il y a un créateur dans le marché, un créateur dans les médias, et puis un passeur de sens. Donc surtout pas un créateur de sens. Hein. Et donc, une petite citation au passage. Tu as dit, la première personne à dire un mensonge a été le premier créateur. Donc c'était passé avant nous. Et donc, pour commencer sur le marché, un rappel très rapide. La Maison des artistes, en 2017, a écrit qu'il y avait 150 000 artistes plasticiens en France, dont seulement 5% vivent de leurs revenus artistiques. Hein. Et 10% des artistes-auteurs ont un revenu supérieur à 38 000 euros, 50% moins de 4 500 euros. Une galerie, c'est un lieu aussi où on parle d'argent. Hein. Alors, les prix de vente des photographies sont beaucoup moins élevés. Hein. Il y a, bien sûr, il y a des grandes vedettes de temps en temps, Jeff Koons, Richard Prince avec 1 million. Là, au mois d'avril, il va y avoir une photo de Man Ray qui est estimée à 5 millions de dollars. Mais je vous rappelle que finalement, la photo la plus chère du monde, c'était celle qui a fait 15 millions de dollars. Et donc, toutes les photos sont battues. C'était la photographie des 2 bébés de Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc, c'était les droits d'auteur. Hein. Donc, la photographie se vend aussi. Il y a un marché des droits d'auteur. Alors, donc, bien sûr, il y a des stratégies de marché. Hein, et les stratégies de marché créent des monstres. Hein, et c'est Jacques Terrassa, et c'est vrai, on en a parlé plusieurs fois. C'est le texte le plus formidable que j'ai vu sur ton travail. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment c'est remarquable. Et il dit que tu crées des monstres. Et je pense que le marché crée aussi des monstres. Hein, surtout en ce moment où se profilent également les NFT et d'autres petites inventions. Au passage aussi, toute photographie n'est pas destinée à être vendue en galerie. Hein. Les prix de Joanne sont... Vous pourrez passer à la galerie pour les consulter. sont sérieux, raisonnables, à la hauteur de son travail. Et quand il y a eu justement un boom sur la photo, mon mari avait dit on ne va pas rajouter un 0 à nos ventes. Il y a une chose qui m'a marquée, qui est la preuve que c'est un bon travail. Tu passes peu en vente aux enchères. Ça veut dire que les collectionneurs gardent les œuvres, hein, ne font pas des manipulations, donc ne créent pas de monstres. Voilà. Alors les médiatisations, j'ai assisté à un colloque il y a très longtemps qui s'appelait, c'était Madame Toubon qui l'avait monté. Une petite pensée pour elle. Les médiatisations de l'art sont-elles créatives? Alors quand on parle de... je me rappelle quand on avait monté ensemble, tu te rappelles, à Lille, pour les trans photographiques, on avait fait une exposition au Musée des Beaux-Arts, magnifique, et on avait pris les 3/4 de l'espace avec Joanne, et à côté, Gabriel Boré avait fait une exposition de Joanna Puranen. Et il y a 2 visiteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit mais Joanna Puranen, c'est un véritable artiste ou c'est une invention de Johann von Coubertin?
Alors donc, ce qui m'a amené, je me suis dit souvent, quelquefois on peut se laisser aller à un mot qui est un peu réducteur. On peut dire ah, Joanne fait des canulars. Je me suis dit c'est pas un joli mot. Et j'ai cherché dans le dictionnaire d'où venait ce mot canular. Eh bien, figurez-vous que le canular, ça vient du latin canus, et canus c'est la petite canule dont on se servait pour faire des lavements. Et donc finalement, ce mot canular qui est réducteur d'un côté, mais qui en même temps, quand on fait cette action de laver quelque chose, d'extirper des matières qui ne sont pas souhaitables, ben, quelque part, il y a et le mot canular d'ailleurs a donné un verbe qui est canulé, il m'embête. Vous pouvez l'utiliser, c'est un vieux mot. Bon, il me canule, voilà. Et donc, je trouve qu'à travers ces canulars, finalement, on redonne un nouveau sens au terme. Et Joanne vient aussi nous pousser à réfléchir. Et donc, et Alain, alors je pourrais citer Alain Paviot qui n'est pas là, qui le regrette vraiment. Alain Paviot aussi a fait un canular pendant Paris Photo. Il a dit à un grand journaliste dont je vais taire le nom, au journal Le Monde, et donc il a dit qu'il venait de le voir, et comme on parle d'argent uniquement souvent dans ce genre de manifestations, il a dit qu'est-ce que vous avez vendu, et Alain a dit on vient de vendre un Walker Evans 350 000 euros. Ce qui était complètement faux, parce que cette photo n'a jamais existé. Donc vous voyez comment les médiatisations de l'art peuvent être créatives, et donc j'étais très fière de citer cette... Alors attention, 350 000 euros, ça a été... il y a eu un article dans Le Monde le lendemain. Les Paviot ont vendu 350 000 euros à Walker Evans. C'est passé chez Reuters, l'AFP, etc. Nos confrères de Californie nous ont dit si vous l'avez vendu, on peut vous en passer un. On a aussi un Walker Evans à vous passer. Et j'ai encore relu dans plusieurs magazines. Donc, ces manifestations d'une chose, et on a réussi à vendre quelque chose qui n'existait absolument pas. Donc, un hommage à Joanne. Et donc, et plutôt que de dire un canular, j'ai trouvé l'autre jour, le mot de leurre. Un leurre, c'est beau, hein. Un leurre, il y a quelque chose de poétique, hein, parce qu'il nous attrape, hein, c'est comme ils attrapent comme des poissons, hein, un peu de façon factice. Alors donc, ces médiatisations de l'art qui sont créatives. Et puis, troisièmement, je dis passeur de sens, parce que je ne me permettrai pas de projeter, justement. J'aime bien écouter, on discute, on parle ensemble. Hein. Une galerie, elle doit écouter son artiste. Et quelquefois, il m'arrive d'ailleurs d'écrire des choses sur des artistes. L'artiste me dit « Oh, dis donc, c'est drôlement bien ce que tu as écrit. » Mais je lui dis « Mais c'est toi qui me l'as dit, parce que on s'est écouté. » Et donc, par nature, la galerie, par rapport aux ventes aux enchères et aux foires, la galerie est un lieu d'échange et de réflexion. Et donc, je remercie tous mes artistes, parce que grâce à eux, je fais des progrès. Avec les Blum, Anna et Bernard Blum, je me suis retournée vers Emmanuel Kant. Avec Dieter Appold, j'étais avec Kierkegaard. Hein. Et donc, avec Joanne, alors je vais me permettre quelque chose. Je me dis, est-ce que tu vas l'accepter ? Eh bien, je me suis retournée vers Platon et la mimésis. Et donc, Platon, pour Platon, 300 ans, 400 ans avant Jésus-Christ, Platon dit que l'image est trompeuse, qu'elle déforme la réalité et qu'elle crée une illusion. Hein. Alors pour lui, bien sûr, seule la philosophie conduit à la réalité. Alors Aristote, après, bien sûr, reviendra sur cette représentation et pensera l'œuvre d'art, non pas en termes de vérité et de mensonge. Mais cette mimésis chez Platon, la façon dont il la traite, je me suis dit, tiens, peut-être que Joanne, un jour, va nous faire un dialogue avec Socrate et Parasios sur cette vérité de l'illusion. Et donc, voilà. Donc dans sa prédisposition à douter, donc je me suis permis de faire cette petite comparaison hasardeuse. Et donc chez Descartes, bien sûr, aussi on a cité Montaigne, mais Descartes, le doute est générateur de certitude, hein, bien sûr. Et je me suis dit finalement, à travers tous ces doutes qu'on a cités, s'il reste une certitude,
pour moi, c'est la présence de l'œuvre d'art et donc la présence de ton œuvre. Et ça, c'est quelque chose dont on ne peut pas douter. Quand on la voit, quand elle est là, comme moi, quand je suis allée chez Nathalie et que je suis tombée vraiment en extase et en attirance devant cette orogénèse. Donc, merci beaucoup de nous conforter dans cette présence et ce rapport à l'art. Merci. Alors peut-être que, Joanne, non, tu es émue, et puis c'est toi qui vas prendre le relais, justement, avec... c'est ce qui est un peu prévu, on est dans le time. Juste quand même... alors, je ne vais pas contrarier ma grande amie, mais moi, je suis plutôt aristotélicienne. Ah ben non, mais je l'ai cité. Hein. Vous imaginez la conversation de ce soir. Oui. En attendant, quand même, entre ce que nous venons d'entendre de la part d'Héloïse, justement, avec cette question, justement, de la place de l'auteur. Voilà. De la place de l'auteur qui est questionnée chez Joanne. Et puis chez Françoise, évidemment, avec cet intérêt justement pour le leurre, en effet, c'est un très beau mot. Je me demande s'il n'y a pas un animal qui s'appelle le leurre. Enfin, il me semble, enfin, je sais pas. On va demander à Joanne de nous faire une nouvelle série sur le leurre, justement. En attendant, peut-être qu'on va t'écouter, Joanne. Comme tu veux. Je crois que ce qui t'est le plus confortable. Tu préfères rester là? Très bien. Tu vas y être plus au centre, peut-être? Ah oui, peut-être. C'est plus facile et je trouve que c'est plus équilibré. Voilà, très bien. Françoise veut bien changer les glaces. Juste changer les chevalets parce que ce serait, voilà, on va remettre, je sais bien qu'on est en pleine... On est dans le on va y croire. C'est dommage, ça a raté les coups d'effet que j'avais prévus parce que je vais sortir ma masque en dévoilant que je ne suis pas Joan Fontcubertin, mais un des personnages cloniques que j'aime voir quand il y a des événements comme ça. On m'a demandé un discours et ça c'est assez prétentieux. Je ne suis pas un homme de discours, je suis quelqu'un qui aime parler d'une façon décontractée. Mais quand même, c'est une occasion spéciale. Donc, si vous me le permettez, je vais lire quelques pensées. Enfin, et je vais commencer de la façon protocolaire. Madame la présidente de l'université Annick Allègre, membres de la communauté universitaire, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir, buona tarda. Merci de m'accompagner aujourd'hui. C'est un très bel événement pour moi. Un événement longtemps retardé par la pandémie, comme ça a été déjà évoqué. Et ça a été retardé tellement que j'ai commencé à penser que c'était un fake. Très bien structuré. J'avais mes doutes en disant, tiens, est-ce que ça c'est vrai? J'avais reçu la notification officielle, mais il n'y avait rien qui s'est passé. Il y avait toujours des retardements. En tout cas, c'est bien fait. Hein, c'est absolument crédible. Mais non, on arrive ici et on voit qu'on touche, on touche l'académie, on touche la matérialité. Je vais commencer pour dire que je me sens très honoré, bien sûr, pour cette reconnaissance. Un doctorat honoris causa n'est pas n'importe quoi. Et je suis spécialement touché par le fait que ce doctorat vient de cette université, Paris 8, Vincennes-Saint-Denis, une université si prestigieuse. Donc, quelques-uns des enseignantes et étudiants les plus brillants ont contribué d'une façon tellement riche à notre patrimoine intellectuel contemporain. Et en plus, dans cette université, j'apprécie en tant qu'homme d'image le fait qu'il existe ce département dédié aux arts plastiques et à la photographie, qui est
bien évidemment, les domaines qui constituent ma passion et ma profession, ma raison presque de vivre au-delà de la famille et des effets personnels. Et dans cette spécialisation traitée ici d'une façon aussi approfondie, je vais remercier la professeure Michel Debat pour avoir cet enthousiasme sur mon travail. Je ne le comprends pas, mais quand même, il doit y avoir des raisons, qui a soutenu ma candidature pour ce doctorat, bien sûr avec le soutien de notre ami, qui l'a aidé à préparer les dossiers, François Pévion. Merci à tous deux pour avoir travaillé dans ces dossiers. Mais aussi, je suis très content, pas seulement pour moi, peut-être ça c'est un accident, mais pour la photographie en général. Comme la présidente a bien évoqué, c'est la première fois qu'un doctorat honoris causa est décerné à un photographe. Donc, par des circonstances un peu anecdotique, je m'érige dans les représentants de la photographie et je vais partager ces reconnaissances avec tous ceux qui ont travaillé d'une façon sérieuse, engagée pour la photographie comme manifestation culturelle. Aujourd'hui, on a déjà beaucoup parlé de mon travail et de mes éventuelles contributions. Comme j'ai déjà dit, je me sens toujours mal à l'aise. Quand quelqu'un parle de moi, je suis présente. Je préfère rester invisible, je préfère me camoufler, parce que c'est l'œuvre qui compte, pas les personnages. Les personnages passent, l'œuvre reste. Enfin, on a parlé de moi d'une façon généreuse, peut-être trop généreuse et très enthousiaste. Mais je vais avouer que je ne me sens pas comme un théoricien, un philosophe, un historien de l'image, etc. Je me sens simplement un curieux. Un artiste visuel, un photographe, un faiseur d'images, un bricoleur d'images. Mais j'ajoute tout de suite un faiseur d'images avec beaucoup de curiosité. Curiosité pour connaître et comprendre le passé, le présent et l'avenir. Sûrement, toute ma démarche est la conséquence de cette curiosité. Et la curiosité implique, bien entendu, la réflexion et la recherche. C'est-à-dire que je propose toujours d'inscrire la photographie dans une histoire de la curiosité, de la même façon que tout de suite, il faut l'inscrire dans les fabriques de la croyance, d'y faire croire. Mais pour cette raison, je me considère aussi un faiseur d'images avec un sens de la responsabilité. Bien entendu, les images sont un objet d'étude, mais aussi elles nous apportent une forme de pensée. On pense avec les images et il faut profiter de ça. Aujourd'hui, les images ne sont plus de simples représentations du monde, mais elles deviennent le monde, elles deviennent une partie importante du monde dans lequel nous avons une expérience. Il faut donc apprendre à vivre dans les images, mais il faut surtout apprendre à y survivre. Nous, les photographes, nous sommes les producteurs d'une grande partie des images qui existent et nous avons donc une grande responsabilité car nous contribuons à produire des modèles de réalité. Les images ne sont jamais innocentes. Au contraire, elles peuvent devenir très dangereuses. C'est pour cette raison que les images peuvent provoquer des guerres et que les guerres deviennent des confrontations entre les images. Nous avons malheureusement beaucoup d'exemples récents et proches de nous. Bon, excusez-moi, de l'eau. Merci. Excusez-moi. Mon parcours, comme ça a été déjà dit, s'est initié au début des années 70. C'était une période forte pour le photojournalisme et la photographie documentaire. Il faut mentionner en plus, aussi ça a été déjà évoqué, que j'ai grandi dans un régime totalitaire qui instrumentalisait les médias au profit de sa propre légitimité. Un régime sous la propagande et la censure. En plus, je travaillais dans le journalisme et la publicité.
Tout cela m'a familiarisé avec l'illusion et le simulacre, soit idéologique, soit commercial. Dans mes premiers projets, je voulais mettre en garde contre la violence des systèmes autoritaires, mais je le faisais métaphoriquement sur la photographie et sa crédibilité si convaincante. C'est pourquoi j'aime dire que mes projets essayent de fonctionner comme des vaccins qui devraient contribuer à nous immuniser contre toute forme de discours autoritaire. Et les discours autoritaires ne sont pas exclusifs des médias. On les trouve aussi dans de nombreuses autres plateformes institutionnelles, comme les organisations sociales, les systèmes académiques, la science, la religion, aussi notre propre système de la scène artistique. J'ai été aussi enseignante. Je me sens très confortable dans des structures universitaires de l'enseignement. Mais pour moi, l'enseignement n'a jamais été une activité distincte de la création. J'appartiens à la génération directement héréditaire des mouvements de la fin des années 60, du structuralisme et de l'art conceptuel. Pour cette génération, parler de l'art ou transmettre des contenus artistiques est une manière de faire de l'art. C'est-à-dire que la réflexion théorique ou l'enseignement sont consubstantiels de toute activité artistique. L'artiste cherche à diffuser son travail, donc à les partager. Et c'est justement cela, l'enseignement, partage. À mes élèves, je m'efforce de susciter cette curiosité critique. Je veux qu'ils apprennent à apprendre. Apprendre, c'est le plus passionnant qui soit. C'est ça qui me bouge. J'enseigne pour apprendre. La qualité d'un maître réside à sa capacité de transmettre l'enthousiasme. Sans enthousiasme, nous sommes condamnés à échouer pédagogiquement. C'est pourquoi je suis convaincu qu'un maître doit aimer ce qu'il enseigne et à qui il enseigne. Sur ces schémas, je dirais que la première étape d'une didactique de la photographie a été d'apprendre à l'écrire. La deuxième étape consiste à apprendre à la lire. Cette phase n'a pas encore été terminée. C'est-à-dire que nous nous trouvons dans les futurs pleins d'illettrés prônés par Moholy-Nagy, mais avec l'aggravation d'une nouvelle circonstance. Aujourd'hui, ce qui donne un sens aux images, c'est leur prolifération et leur circulation. Il ne suffit plus de savoir décoder les photos selon les paramètres historiques, esthétiques, sémiotiques et même idéologiques. Aujourd'hui, les usages économiques et politiques de l'image l'emportent. Nous devrions peut-être penser que la photographie doit être enseignée aussi dans des facultés de philosophie ou de sciences politiques. Aujourd'hui, on envisage une nouvelle période que je propose appeler post-photographique, à l'attente d'un terme que les vrais théoriciens, les vrais profs, finissent pour valider ou pour améliorer. C'est une période bouleversante, mais qui répond à une nouvelle situation. La photographie a ses racines dans la révolution industrielle, dans la culture technoscientifique au XIXe siècle, mais aujourd'hui, nous sommes installés dans le XXe siècle avec la mondialisation, avec les technologies virtuelles, avec les économies de plastique. Enfin, c'est un nouveau monde, donc il nous manque des images différentes pour répondre aux questions du présent. Quelle sorte ces progrès réservent-ils aux images ? Nous sommes plongés dans un nouvel ordre visuel marqué par trois facteurs principaux: la profusion et la disponibilité des images, leur immatérialité et transmissibilité, et leur impact sur l'encyclopédisation du savoir et de la communication. La simultanéité de ces trois facteurs a préparé l'émergence de la photographie, justement. Nous ne sommes pas témoins de la naissance d'une technique, mais de la mutation de valeurs fondamentales déjà existantes. La carcasse de la photographie reste indemne, tandis que son âme se transforme dans une sorte de métasimkos. Nous n'assistons pas à l'invention d'un processus, mais à la désinvention d'une culture, au démantèlement de la visualité que la photographie a implantée de manière hégémonique
depuis un siècle et demi et qui a commencé, comme je dis, avec la révolution industrielle et la culture technoscientifique. L'ère post-photographique, où nous sommes installés, est d'ailleurs consolidée dans les changements du millénaire, avec 3 vagues de révolution numérique. La première, les appareils photo numériques, les scanners domestiques et les logiciels de retouche comme Photoshop. La deuxième, 10 ans plus tard, caractérisée par la prééminence d'Internet, les réseaux sociaux, les téléphones portables et les caméras de surveillance. Et la troisième, avec la nanotechnologie, les algorithmes et l'intelligence artificielle. Toutes les facettes de la vie, des relations personnelles à l'économie, de la communication à la politique, ont été complètement bouleversées. Le monde est devenu cet espace régi par l'instantanéité, la globalisation et la dématérialisation. Le monde représenté par Internet et par les expériences virtuelles semble être un lieu fini, sans douleur, satisfaisant nos attentes et dans lequel nous pourrons vivre bientôt. Cette expérience ne constitue peut-être pas une vie à proprement parler, mais cet espace, ni réel ni rêvé, est construit chaque jour à des fins politiques, économiques, militaires et de divertissement. Une vie de seconde main qui doit nous donner à réfléchir. Ce n'est pas que ce nouveau monde qui aura un impact terrible sur l'image, mais c'est précisément l'image qui devient la matière, qui devient la fibre principale de ce monde. Un monde, une société, qui perd la mémoire, mais qui gagne en interaction. L'image post-photographique, vue sur l'écran, elle est à la fois partout et nulle part. Elle se rend visible, puis disparaît. L'âme a abandonné le corps, et il ne reste rien de tangible, de palpable. Tout n'est que pure information visuelle, sans substance solide, sans corps, sans poids. La photographie est réduite à une image constituée de 0 et de 1, étincelle dont on ne peut sentir ni la chair ni le sang. La photographie perd aussi son statut de remplacement symbolique du réel et c'est de fétichisme. Et ça nous amène à cette nouvelle situation pour laquelle je vous propose des recettes. En 2010, j'ai publié un manifeste post-photographique et je vais le lire rapidement, mais avec la promesse qu'il y aura bientôt chez Actes Sud une publication avec un peu plus d'entourage conceptuel et explication. Je vais publier en juin, c'est-à-dire dans 2 mois, un livre justement dont le titre sera un manifeste post-photographique. Comment fonctionne la création post-photographique? Au risque de paraître téméraire, je me permets de vous proposer une réponse graphique, sommaire, concise, mais peut-être superficielle. C'est un décalogue. Premier, sur le rôle de l'artiste. Il ne s'agit plus de fabriquer des œuvres, mais de prescrire des significations. Deuxième, sur la performance de l'artiste. L'artiste se confond avec les conservateurs, les collectionneurs, l'enseignant, l'historien, le théoricien. En revêtant toute cette facette, il devient l'auteur caméléon. Troisième, sur la responsabilité de l'artiste. Une écologie du visuel s'impose, pénalisant la saturation et favorisant le recyclage. Quatrième, sur la fonction des images. La circulation de l'image prévaut sur le contenu de l'image. Cinquième, sur la philosophie de l'art. Les discours sur l'originalité sont délégitimés et les pratiques appropriationnistes, que je préfère dire d'adoption, sont normalisées. 16e, dans la dialectique du sujet, l'auteur se camoufle, s'accroche dans les nuages et se fond dans les clouds. Des modèles alternatifs de paternité artistique apparaissent. La copaternité, la création collaborative, l'interactivité, l'anonymat stratégique ou des œuvres orphelines. Septième, sur la dialectique du social, la frontière entre le privé et le public disparaît. L'intimité devient une relique. Huitième, sur l'avenir de l'art, l'aspect ludique sera
valorisée au détriment de la anéodie, c'est-à-dire le refus du plaisir, les solennels et l'ennuyé dans lesquels se réfugie l'art hégémonique. 9e, sur l'expérience de l'art, on privilège les pratiques de création qui nous habituent à la dépossession. Il vaut mieux partager que posséder. Et 10e, sur la politique de l'art, ne pas abdiquer face au glamour ni au marché et s'inscrire dans une démarche d'éveil de conscience. C'est ça mon message avec lequel je finis ici. Et encore, j'aimerais ajouter une ligne en disant que ces doctorats, je l'ai déjà dit, c'est une reconnaissance, mais en même temps c'est un défi. Chaque prix, chaque reconnaissance implique une nouvelle responsabilité. Je me sens prolifique, créatif et avec beaucoup d'énergie. C'est-à-dire que je vais essayer à partir de maintenant avoir mérité cette reconnaissance. Et le meilleur est arrivé. Merci. Le titre de docteur honoris causa de l'Université Paris 8. Je te félicite.